vous, qu'est-ce que ça représente ce club? Est-ce que ça a été une famille? C'était quelque chose de crucial pour vous, le club de Montpellier? Ça a été tout ça à la fois. C'est le début. Montpellier, c'est le début de l'histoire, de mon histoire, et de l'histoire de beaucoup de joueurs, d'autres joueurs. Mais n'oublions pas que Montpellier existait avant que j'arrive à Montpellier. Et je pense que M. Nicolin, M. Gasset sont à l'origine de l'histoire de ce club, qui est un club très jeune encore, ne l'oublions pas, même si il commence à devenir important et qui commence à devenir, ou qui commence à avoir de l'ancienneté. Donc pour moi, c'est tout ça, c'est la découverte du football professionnel, puisque ça peut paraître paradoxal, même ça peut paraître surprenant, mais quand je suis allé à Montpellier, pour moi, c'était la découverte du football professionnel. Football professionnel, je savais plus ou moins qu'il existait, mais là, je touchais vraiment du bout du pied ce que c'était vraiment un club professionnel. Donc c'est tout ça à la fois, ça représente 10 ans de ma vie, ça représente aussi ma jeunesse, beaucoup d'amis qui sont restés mes amis. Les rares amis que j'ai dans le football sont pratiquement tous de cette époque-là, de cette génération-là, qui ont vécu avec moi ces années de centre de formation qui ont été formidables. C'était un club famille, ça l'est toujours un peu, je pense, mais avant c'était vraiment un club très familial, avec monsieur et madame Saez qui nous gardaient au centre de formation, où on n'était qu'une vingtaine, alors que maintenant ils y sont beaucoup plus. Donc voilà, mes premiers entraînements très difficiles, puisque je venais d'un tout petit club amateur de la région du Gard, d'Alès. Donc voilà, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, j'ai rencontré des joueurs pros que je regardais sur les figures Panini. Voilà, c'est tout ça. Ça serait trop long de résumer Montpellier, le club de Montpellier, ce qu'a représenté le club de Montpellier. Il faudrait des émissions de plusieurs heures pour évoquer tout ça. Mais c'est le début de tout. En ce qui me concerne, j'ai connu et côtoyé des joueurs formidables. Quand on parle de bons joueurs, il y a eu de très très bons joueurs à Montpellier. Très très bons. Et j'espère que ça sera toujours encore le cas dans l'avenir. Mais voilà, ça évoque beaucoup de très très bons souvenirs à Montpellier en ce qui me concerne. Pour en revenir un petit peu au début On va en parler du début. au début, et aussi le but de votre question, ça fait énormément plaisir d'avoir côtoyé tous ces joueurs-là, parce que croyez-moi, il y a eu de très très bons joueurs et de très nombreux joueurs qui ont connu ce club-là. Alors, vous faites partie de la première grande promotion justement du centre de formation de Montpellier. Oui. Vous avez évolué avec les frères Passy, Pascal Baïs, Kader Ferraoui, tout ça c'est cette même génération. Avec eux, vous allez faire 2 finales de Coupe Gambardella, 84-85. Oui. Est-ce que vous aviez conscience de faire partie d'une génération un peu exceptionnelle en termes de talent sur le terrain? Vous le sentiez alors que vous étiez très jeune? On n'en avait pas forcément conscience sur le moment, puisque on était tous des amis. On s'était déjà côtoyés en sélection régionale. Et on s'est retrouvés tous dans le même club, qui est le club de Montpellier. Je parle de Franck, Gérald, je parle de Kader, je parle de Pascal Baye, je parle de Jaïvo Ours, de Musée, enfin, j'en oublie. Des locaux, puisqu'ils étaient Montpellier, de Robin Huc, etc., Jean-François Scala, enfin tout ça. Donc nous, on était une équipe de copains. Vraiment, sincèrement, ce n'est plus tout à fait le cas actuellement, parce que je vous dis, dans les centres de formation, ils sont 50, 60, 70. Nous, on était une vingtaine. Donc on était vraiment des amis. Et on est restés des amis. Tous ces joueurs-là, tous ces noms-là que vous côtoyez, je peux vous dire qu'on est restés amis. Et c'est pas dans le sens, c'est dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que non seulement on a énormément plaisir de se revoir, et on se côtoie assez fréquemment. Dès qu'il y a une manifestation qui nous permet de se revoir, on le fait. Et on prend énormément de plaisir de se remémorer ces moments-là, mais aussi de vivre les moments présents. Alors, ils ont parlé justement de cette époque avec les Algeco avant Gramont, Oui. et du fait d'être, ouais, c'est ça, d'être
couvé vraiment par une famille avec la Colette Nicolin qui faisait les sandwichs, Oui. machin. Enfin, c'était. Nous aussi d'ailleurs. Oui, voilà, tout le monde mettait la main à la Nous pâte aussi, pour le se- centre de formation, et ça c'est une anecdote, il faut se remettre aussi dans les années 80. Montpellier est un club jeune qui a vécu une expérience douloureuse en première division, qui a fait l'ascenseur, qui est monté et qui est redescendu. Et on se retrouve avec que des jeunes talentueux, certes, mais que des jeunes en deuxième division. Et pendant cette période-là, tout le monde au stade, et le stade a bien changé aussi, à faire les boissons, les sandwichs, et à participer à ce que le club essaye de gagner le maximum d'argent. Voilà. Donc c'est une période formidable pour moi. Je pense que les autres personnes que vous avez dû interroger doivent avoir un souvenir incroyable de ça. Incroyable. On partait les jours de match, chercher les pains de glace, faire les sandwichs avec madame. On côtoyait la présidente, on côtoyait le secrétaire général, on côtoyait tout le monde. Il y avait beaucoup de proximité avec toutes les personnes qui travaillaient au club. Alors, vous débutez en équipe première lors de la saison 83-84, Oui. c'est donc deuxième division. Justement. Oui. Voilà. L'entraîneur avec qui je débute, je m'en souviens très très bien, c'est Robert. C'est Robert Nouzaret que j'ai côtoyé après plus tard. Je peux même vous dire l'endroit, c'est à Grenoble. Donc voilà, on est 4-5 jeunes. Par la force des choses, le président, je vous dis, a très mal vécu cette expérience de première division où le club a fait l'ascenseur. Financièrement, le club n'est pas au mieux. Et on a cette génération-là au centre de formation qui vit très bien, qui montre d'excellentes choses, notamment en Gambardella. Et le club, par la force des choses, je pense, nous impulse un petit peu en première équipe. Et donc on est Passy, Blanc, Guédé, Baïs. Allez, on débute. Et on va prouver que, on va apprendre un petit peu aussi quand même, parce qu'il faut le temps d'apprendre. Ça mettra 5 ans et au bout de la 6e année, on montera en première division pour y rester durablement. Alors vous, dans votre rôle à l'époque, vous êtes au milieu offensif même. Et Robert Oui. Nouzaret, justement, nous dit que vous aviez des qualités de finisseur. Et Michel Mézy nous dit, Laurent, il avait cette froideur déjà, qu'il avait cette côté tueur un peu. Ouais, j'adorais marquer des buts. Vous vous sentiez un vrai buteur à cette époque-là. J'adorais marquer des buts. J'adorais marquer des buts parce que ça n'a pas changé. Le football est resté le même. Quand vous marquez un but, c'est quelque chose d'extraordinaire. On vous dit oui, faire la passe décisive, oui, c'est important. Marquer un but, mais il n'y a rien qui vous procure autant de joie sur un terrain de football, je pense. Donc j'en marquais énormément jeune. Et quand je suis arrivé en pro, j'ai voulu continuer ça, parce que c'est une sensation qui est indescriptible. Donc oui, j'aimais marquer des buts. Oui. C'est aussi à ce moment-là que vous avez côtoyé quelqu'un qui partage encore aujourd'hui votre quotidien, c'est Jean-Louis Gasset, qui était un ancien du club quand vous êtes arrivé. C'était encore un joueur, vous avez joué ensemble. Mais est-ce qu'il fait partie de ceux qui justement prenaient les jeunes du centre de formation et leur expliquaient ce que c'était que les valeurs, à la fois les valeurs sur le terrain de combat, mais aussi de respect en dehors. Enfin, c'était tout ça qu'incarnaient les anciens. C'était exactement ça. Le seul problème, si j'ose dire, parce que ça peut encore exister aujourd'hui, ça devrait exister plus souvent aujourd'hui, mais n'oublions pas qu'on parle d'il y a 30 ans. Donc la société a bien évolué, les gens ont évolué, les jeunes ont évolué, les anciens ont évolué. Et c'est vrai que cette époque-là, comme je vous l'ai dit, de par la force des choses, il y avait eu beaucoup de jeunes qui avaient intégré l'équipe première de Montpellier, Hérault. Et il y avait quelques anciens, dont Jean-Louis. Jean-Louis, Bernard Ducoing, Régis Durand, Albert Rust. Voilà, c'était des vieux pros, des pros qui avaient une expérience incroyable. Et je peux vous dire que, voilà, on marchait droit, quoi. On marchait droit. Mais c'est pas péjoratif. Quand il y avait quelque chose à dire, il le disait. Quand il y avait une remontrance à faire, il la faisait. Quand il y avait un coup de gueule à donner, il le donnait. Voilà. Et nous, on acceptait. Si on n'avait pas le choix, si on n'acceptait pas, on était viré. Donc c'était très clair. Aujourd'hui, on prend un peu plus de gants, on prend un peu plus de ci, on prend... Je trouve que, voilà. Puis, médiatiquement, tout se sait maintenant. Je peux vous dire qu'il s'est passé des choses pendant mes années de Montpellier, où il s'est passé vraiment des choses sur un terrain de football
qui peuvent paraître un petit peu agressives, mais quand vous avez 20 ou 25 joueurs qui veulent tous jouer, je peux vous dire que voilà, il faut se faire respecter aussi. Donc voilà, il y a eu des scènes difficiles, mais c'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, tout le monde se sait, vous relatez tout. Les médias relatent tout. Dès qu'il y a un coup de gueule, c'est relaté. Dès qu'il y a une prise de bec entre deux joueurs, c'est relaté. Mais ça a toujours existé, et je pense que ça existera toujours dans le football. Enfin, dans le sport collectif d'ailleurs. Jean-Louis nous parlait justement de la D2 à l'époque, où il y avait beaucoup de derbies. Ah oui. Il fallait vraiment être des guerriers. Mais ils nous protégeaient, eux nous protégeaient. Ils avaient cette mission-là pour nous encadrer, qui était fondamentale, puisque le club voulait remonter en première division. Mais fallait-il encore en avoir les moyens techniquement et c'était pas évident. Et les vieux pros, entre guillemets, étaient là pour nous amener de l'expérience, parce qu'ils connaissaient bien cette deuxième division qui était très, très, très difficile. Physiquement, je me souviens que, attention, les matchs étaient durs, très durs. Et nous, les jeunes, bien sûr qu'on était là, on voulait bien faire, mais il y avait des équipes en face où il y avait des joueurs très expérimentés, et ils faisaient jouer un petit peu cette expérience pour nous intimider. Donc eux, ils avaient ce rôle-là, et ils l'ont très bien tenu d'ailleurs. C'est pour ça que tous ces joueurs-là, que ce soit Jean-Louis, Bernard Ducoing, Régis Durand, moi j'ai un respect immense pour ces joueurs-là, immense. C'est des joueurs de club qui ont fait plein d'années dans le même club, ils ont tout connu dans ce club-là, ils ont tout donné à ce club-là. Et parce que ils ont été là, dans tous les bons moments, ils ont été là, et dans des moments très importants, ils ont été là aussi. À propos d'un bon moment, il y a beaucoup de vos anciens collègues qui nous parlent de la saison 86-87, celle qui va amener à la montée en Ligue 1. Ouais. Et du dernier match, le match contre Lyon, à la montée, il paraît que l'ambiance, à la paillade, ce jour-là, vous vous en rappelez ? Oui, c'était le match de la montée, puisqu'on jouait contre Lyon en plus, qui étaient vraiment nos adversaires pour la montée. Ils avaient été coriaces toute l'année. Et on avait mérité ce match-là, parce qu'on avait fait un début de championnat un petit peu timide, et on avait fait un milieu et une fin de championnat très très bonne qui nous permettait d'accéder en première division sur ce dernier match. Il fallait le gagner. Tout au moins, il ne fallait pas le perdre. Et c'est vrai que le stade là était plein à craquer, il y avait une ambiance extraordinaire, puisque voilà, le stade aussi, on en parlera peut-être, le stade aussi montre l'évolution qu'a eu le club durant ces 30 dernières années ou ces 40 dernières années. On a connu, vous avez peut-être pas connu vous le stade au début, ça n'avait rien à voir avec le stade qu'il y a maintenant, donc la butte, les tribunes en bois, les petits vestiaires, les Algeco, voilà. Nous, on a connu ce club-là comme ça. Mais justement, à propos des supporters, ouais. On a fait Bernard Socoran Bernard, dernière, qui nous racontait ce lien fort qu'il y avait, c'est-à-dire que le public, il participait aussi à cette ambiance qui fait que l'équipe qui arrivait en face avait les jetons souvent. C'est l'intimidation que je vous parlais, que ce soit dans les tribunes, l'accès du stade, le bus adverse qui arrive, voilà, c'est Montpellier, c'est le sud aussi, donc voilà, on savait accueillir les adversaires pour qu'ils se sentent bien sur le terrain. Voilà, c'est tout. Voilà ce qu'on peut dire. Mais il y avait pas que ça, quoi, hein. La qualité, je pense que si le club est monté en première division, est resté en première division, est devenu champion de France bien plus tard, ça veut dire aussi qu'il y a eu du bon travail de fait de la part des dirigeants, de la part des entraîneurs, de la part des éducateurs, parce que je pense, et vous le savez vous-même, c'est que Montpellier, durant tous ces moments importants, a pu compter sur son centre de formation. Et ça, je pense que ça a permis au club d'en être là où il en est aujourd'hui, parce que je peux vous dire que le club a connu des moments difficiles. Et nous, quand on est arrivé, moi quand je suis arrivé, avec les frères Passy, c'était un moment fragile et un moment délicat pour le club. S'il n'y avait pas eu son centre de formation, peut-être qu'on ne serait pas là pour parler du club de Montpellier. Ces valeurs-là, justement, de la formation, donner de l'importance aux jeunes, les intégrer avec des joueurs d'expérience, c'est quelque chose qui aujourd'hui encore reste des choses qui peuvent vous servir avec Jean-Louis dans votre quotidien. Oui, ça dépend le club que vous entraînez, ça dépend la philosophie, les moyens que peuvent avoir le club dont vous êtes l'entraîneur.
Mais à Bordeaux, par exemple, quand on est allé entraîner à Bordeaux, bien sûr qu'on a su aller regarder le centre de formation, aller chercher des jeunes joueurs que l'on pensait qu'ils étaient capables d'amener quelque chose à l'équipe professionnelle. Et quand je vois des joueurs de Bordeaux là actuellement, oui, on les a lancés. Et je pense que d'avoir un centre de formation performant, avec les éducateurs qui va avec, c'est un grand plus pour un club de première division. Alors de la D1, justement, on parle de cette première saison D1 qui est exceptionnelle. Vous finissez troisième avec la meilleure attaque. Ouais. Vous marchez sur l'eau quasiment sur la fin de championnat, enfin c'est impressionnant. On marche sur la lancée de notre montée en première division. Là aussi, un groupe s'était créé. Il y avait eu quelques bonnes recrues, qui nous avaient amené de l'expérience de première division. Et voilà, on est sur cette lancée-là, et c'est vrai qu'on fait une première année vraiment excellente, qui nous permet de finir troisième et surtout de goûter l'Europe. L'Europe. Benfica. Ce ne sera pas forcément évident sur le terrain, mais alors, pourtant, tous les gens à qui on en a parlé nous parlent d'un bon souvenir. Ils se souviennent de l'ambiance, peut-être du stade là-bas, de la fête organisée avec la réception de l'équipe. Enfin, ça reste un très bon souvenir, Benfica, pour tous les gens du club. Vous aussi, ça reste un bon souvenir ? Sur le terrain, moyennement, puisque on avait pris quand même, si je me remémore bien, 2 défaites, dont une au retour 3-0 au stade de la Lousse, assez corsé. Mais voilà, on voyait que le club grandissait à pas de géant, quoi. Et quand on a goûté à l'Europe, on a envie d'y retourner. On verra qu'on y retournera un petit peu plus tard et on fera un parcours beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus satisfaisant que la première contre Benfica. Avant d'y venir, il y a juste cette année justement où le club passe peut-être encore un palier dans le recrutement en décidant d'aller chercher des stars. C'est presque une dream team qu'ils font. Cantona, Paris, Valderrama, Julio César, Aimé Jacquet qui vient comme entraîneur. Là, sur le papier, on se dit, cette équipe, elle est monstrueuse. Et pourtant, ça va pas bien se passer au début. L'allumage va être très compliqué. D'ailleurs, ça va coûter sa place à Aimé Jacquet. Comment vous expliquez que la mayonnaise n'est pas prise tout de suite? Ça collait pas avec Montpellier, justement? Non, je crois qu'un club doit grandir, parce qu'il doit avoir l'ambition de grandir. Mais il ne faut pas grandir trop vite. Et je pense que cette première année, cette première saison en première division, où on finit troisième, où on est vraiment sur la lancée de la montée de deuxième division en première division, on fait l'Europe. Tout d'un coup, on pense qu'éventuellement, on va pouvoir titiller les grands clubs français, que ce soit à cette époque-là Monaco, Bordeaux, Marseille, Paris. Non, il faut un peu de temps, quoi. Alors, je pense que il y a eu des opportunités. Le président, l'équipe dirigeante les a saisies. Ça aurait pu fonctionner, mais c'était un petit peu trop vite, à mon avis. Parlons-en quand même jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même si les 6 premiers mois sont difficiles au niveau du championnat, on est vraiment pas très bien. Malheureusement, ça coûte le poste à Aimé Jacquet. Mais on se rattrape bien, ça prouve bien qu'il y avait de la qualité en remportant le premier, à mon avis, titre du club, trophée du club, qui est quand même un trophée important, qui est la Coupe de France. Quand Aimé Jacquet s'en va, que Michel Mézy le remplace. Oui, c'est Michel qui le reprend. C'est ce moment-là où il arrive à vous convaincre de reculer sur défense centrale, au poste de libéraux. C'est un moment qui reste encore assez mystérieux pour les gens en public. Comment vous l'avez accepté? Racontez-nous comment il a réussi à vous convaincre de reculer, vous qui aimiez marquer beaucoup de buts à l'époque. Non, mais à ce moment-là, on a écrit beaucoup de choses. On a presque inventé beaucoup de choses aussi. Il était évident qu'un jour ou l'autre, je reculerais en jouant défenseur. Même quand je jouais avec les jeunes, il m'était arrivé quelquefois de reculer. Je savais que j'avais quelques aptitudes pour jouer défenseur, ça je le savais. Seul problème, c'est que je voulais que ce soit le plus tard possible. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimais marquer des buts, j'aimais me retrouver dans des situations offensives pour me permettre de faire marquer ou de marquer. Que je me disais, si tu recules au niveau professionnel, en première équipe, si tu recules derrière, ces moments-là vont être de plus en plus rares. Et ton rôle, c'est plus de marquer, c'est d'empêcher de marquer. Donc voilà, j'ai mis un petit moment à l'accepter.
Je pense que Aimé Jacquet a été un personnage important pour me le faire accepter. Michel Mézy aussi. Parce que ils ont su me le faire accepter sur le moment. Me le faire accepter, c'était pratiquement acquis depuis très très longtemps. Mais de me le faire accepter là, milieu de saison, ça n'a pas été facile pour eux. Ça a été un petit peu difficile pour moi. Mais après, je crois qu'ils ont très bien fait de le faire, puisque ça m'a permis, ou ça a permis au club aussi de gagner ce trophée-là, ce premier trophée qui était la Coupe de France, qui était un trophée vraiment que tout le monde voulait gagner, mais que moi en particulier je voulais gagner, la Coupe de France. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été un trophée que je voulais gagner. Et aussi, ça m'a permis certainement de faire une autre carrière que j'aurais pu faire si j'étais resté au milieu de terrain. Voilà. Vous êtes reconnaissant aujourd'hui qui vous est convaincu? Ah oui, non, mais je leur en ai jamais voulu. Hein. Voilà, il y avait des discussions un petit peu serrées parce que je trouvais pas que c'était le bon moment, mais je savais que j'allais reculer, donc voilà, c'était un petit peu, voilà, c'était le moment qui n'était pas, à mon sens, bien choisi, mais je pense qu'ils avaient raison. Alors 90, donc vous le disiez, premier trophée du club, la Coupe de France, super parcours et une finale contre le Racing de Pascal Olmeta. C'était le 2 juin 1990 au Parc des Princes. Ouais. Racontez-nous l'ambiance au parc ce jour-là. On nous a parlé d'une marée bleue qui avait déferlé sur la capitale. Les supporters aussi l'attendaient vraiment à cette finale. Oui, et puis bon, il y avait l'histoire du Matra Racing qui était le nouveau grand club parisien avec des moyens. Et puis après, ils avaient vite déchanté. Et malgré cela, ils se retrouvent en finale de la Coupe de France après avoir réalisé un exploit en battant Marseille chez eux. Alors que nous, on a battu Saint-Étienne chez eux. Paradoxe, le seul match de la saison où on a gagné à l'extérieur, c'est à Saint-Étienne, en demi-finale, malgré l'expulsion de Carlos. Et donc, je vais vous dire un paradoxe, on peut le raconter maintenant, 30 ans après. On est le lendemain donc, de notre match, donc on sait qu'on est en finale. Et donc, on se dit, bon, c'est bon. Et le président compris, et Michel compris. Ils se disent, bon, c'est bon, on a sauvé notre saison, puisque c'est Marseille qui va aller en finale. Et comme Marseille va finir champion de France, nous, on va être européens. Donc, on a sauvé la saison. Donc, on fête ça assez bruyamment sur Montpellier. Et à la fin, il y en a un qui vient nous voir en disant, mais Marseille a perdu. Et nous, on lui dit, mais tu es fou, tu es complètement fou. Toujours est-il qu'il a raison. Et là, on se dit, mais mince, contre le Matra Racing, il nous faut gagner pour être européens. Et donc, ça a mis un petit peu plus de pression sur ce match-là, quoi. Mais le résultat final a été une victoire. Et on l'a d'autant plus apprécié parce que c'est notre premier trophée au Parc des Princes contre une équipe parisienne où le parc était à 90% ou 80% parisien. Il y avait quelques Montpelliérains quand même. Donc ça nous a fait bien plaisir. Voilà. C'est un très très bon souvenir. En plus, justement, vous étiez reculé, mais quand même, vous marquez le premier en prolongation. Non, mais là, même en jouant derrière, je voulais marquer des buts aussi. Hein. Et alors là, 103e, vous marquez, ça devait être un moment particulièrement fort en prolongation comme ça. Vous vous souvenez du but? Oui, coup franc. Coup franc, c'est un match un petit peu bizarre. On a la même mise sur le match, on domine assez largement ce match-là, mais on n'arrive pas à marquer. Et donc, on n'était pas à l'abri. Et dans les prolongations, on a fait la différence. On a marqué sur coup franc, et puis Kader a marqué 2-0. On s'est fait une petite frayeur, je crois que c'est Ginola qui marque sur une touche. Mais on gagne assez logiquement cette finale de 1. Donc, grosse fête derrière. Là aussi, c'était un petit peu la fin d'un groupe, puisque Julio César nous a quittés, Eric nous a quittés. Voilà, c'était bien qu'on ait gagné cette coupe, ce trophée, pour commencer sur une autre chose nouvelle. La fête, j'ai revu des images, ça a été incroyable. La liesse qui a suivi votre retour à Montpellier, défilé en Jeep, présentation de la comédie. C'était surréaliste à l'américaine. Ouais, c'est vrai. Avec M. Fraîche et M. Nicolas, c'est vrai que voilà, tout le monde savait à Montpellier qu'on avait gagné la Coupe de France. Alors ce public qui vous a adulé, vous lui avez bien rendu. Justement, Bernard Sotoro, il nous racontait une anecdote. Vous partez après à Naples. Oui. Et signe du lien qu'il y avait entre les supporters, il nous dit, Laurent, il nous envoyait 100 places pour aller voir un match de Serie A. C'était la preuve que voilà, il y avait plus qu'un simple lien d'un club de foot classique, y compris avec les supporters, ça restait
c'est pour ça que je vous dis, Montpellier, pour moi, c'est tout, quoi. C'est tout, parce que voilà, j'y reste quand même. J'arrive à l'âge de 16 ans et je repars de Montpellier, je dois avoir 24 ans. Donc c'est quand même un temps important. C'est là où je commence tout. Je commence à jouer au football, je commence à jouer en pro, je commence à devenir un homme à Montpellier, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de liens. Dans le club, hors du club, cette ville, voilà, elle me fait ressentir quelque chose, quoi. Donc j'ai eu la chance aussi de connaître les supporters que je connaissais à travers Bernard et d'autres amis. Donc voilà, mais je pense que ça doit se passer encore aujourd'hui. J'y ai passé vraiment 9 ans magnifique à Montpellier, qui était certes un club familial, mais qui m'a fait découvrir plein de choses, qui m'a permis aussi, en tant qu'homme, de m'ouvrir un petit peu aux autres, puisque bon, j'étais un petit peu assez refermé sur moi-même. Et donc voilà, pour tout un tas de raisons, Montpellier, pour moi, c'est un excellent souvenir. Juste qu'on parle du parcours en Coupe des Coupes dont vous me parliez tout à l'heure, qui était un parcours mémorable aussi pour tous les supporters. PSV Eindhoven de Romario éliminé au premier tour. Bucarest balayé au deuxième. Sous la pluie. Ouais, sous la pluie battante, mais avec un 5-0, un carton au match aller, et avec le retour presque tranquille. Et puis il y a Old Trafford. Vous vous souvenez de l'entrée à Old Trafford, de ce match-là, qui était un match peut-être un des plus fous qu'ait vécu Montpellier? Un des plus fous dans la mesure où, malgré un bon score, 1 partout, je croyais qu'on avait perdu 1 à 1, on arrive à marquer. Xu arrive à marquer. Et on peut gagner ce match-là. Mais on fait un match héroïque. Michel Derzakarian fait un match héroïque. Si mes souvenirs sont bons, je joue avec lui en charnière centrale, et au bout de 40 minutes, il se casse les croisés du genou. Et il finit le match. Même à la mi-temps, pas mal, rien. Il continue, il rentre. Il avait un sacré client, puisque c'était Hughes, l'avancement de Manchester. Voilà. À l'image de Michel, on fait un match héroïque. On défend comme des lions. Et on préserve nos chances au match retour. Malheureusement, au match retour, la supériorité de Manchester nous a fait mal, quoi. Là où on rate le coche, c'est pas au match retour, c'est au match aller. Parce qu'on prend un but au bout de 2 ou 3 minutes de jeu. Je peux vous dire, quand vous êtes à Old Trafford, que vous rentrez déjà, c'est déjà impressionnant. Qu'au bout de 2 minutes de jeu, l'équipe adverse vous marque un but, vous pouvez imaginer l'ambiance. Vous vous dites sincèrement, aujourd'hui, il va falloir serrer, parce que je pense qu'on va en prendre beaucoup. On se regarde tous, 1-0 déjà, on n'avait pas vu le ballon, on n'avait pas touché le cuir. Tout d'un coup, on se regarde, 1-0 déjà. Ça partait dans tous les sens, de tous les côtés. On s'est dit, bon... Et puis non, petit à petit, on rentre dans le match, on égalise, et on a des occasions pour marquer ce deuxième but incroyable. Pascal se fait expulser. On se fait expulser. On joue à 10 contre 11, mais même à 10 contre 11, on a des occasions. Donc voilà, c'est un très bon souvenir. C'est là où vraiment, en ce qui nous concerne, on a touché ce que c'était vraiment le très très haut niveau. Un petit paradoxe sur ce match-là, c'est que à l'époque, l'entraîneur c'était M. Kasperzak. Et je me rappelle, il m'avait dit, Laurent, tu vas partir à Old Trafford avec 1 ou 2 membres du club. J'avais dit oui. Et il m'avait dit, et je lui avais dit, mais vous venez pas avec nous? Il a dit, non, moi, l'équipe de Manchester, je la connais, je sais comment elle joue. Hein. Mais toi, tu vas y aller, tu vas représenter les joueurs. Je dis, ah bon, mais représenter les joueurs, pourquoi? Il me dit, tu vas prendre connaissance de l'ambiance qu'il peut y avoir à Old Trafford. Il me dit, je veux que tu réalises ça. Et j'étais effectivement monté voir un match à domicile de Manchester. Et j'avais vu ce stade. J'avais vu l'ambiance, j'avais vu les chants, j'avais vu tout. J'étais revenu, j'avais dit oui, effectivement, ça fait du bruit. Et encore plus loin, parce que M. Kasperzak était vraiment quelqu'un de très particulier. Je me rappelle qu'on s'était entraîné 2 ou 3 fois à la Mosson, vide. Et il avait mis les haut-parleurs à fond. Et on s'entraînait, et tout d'un coup, on avait un brouhaha, on se serait dit, voilà, on se croyait à Old Trafford, alors qu'il n'y avait personne dans la Mosson. Ça avait été très particulier, ce moment.
Bon, très bien. Alors, Louis Nicolin, je vous le disais, nous dit que vous avez été le meilleur joueur que le club ait connu aujourd'hui. Ouais, il en a connu beaucoup, ouais. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et malgré tous les grands qu'il a connus, ça reste vous. Même si on sent que c'est pas forcément évident, parce qu'il n'est pas toujours très tendre encore avec vous aujourd'hui, Oui. quand on l'entend par moment. Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Vous comprenez un peu ce côté-là, parce que vous le connaissez bien, le personnage, vous l'avez côtoyé de très près. Ouais, je l'ai côtoyé. Quoi pour vous, Louis Je l'ai côtoyé de très près. Lui, son entourage proche, parce que Louis Nicolin, c'est lui d'abord comme personne, mais aussi il y a son entourage. Louis Nicolin, on ne peut pas le voir, ou c'est très rare de le voir seul. Voilà. Louis Nicolin et son entourage, dont faisait partie le père à Jean-Louis. Bernard était toujours avec Louis. Nous, quand on était joueurs, on avait l'habitude de voir ces deux personnes quasiment toujours ensemble. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître avec le temps. Je pense que ça a été aussi quelqu'un qui a appris à me connaître avec le temps, puisque bon, quand on est président de club, on a des jeunes joueurs au centre de formation. Sa femme était très présente au centre de formation. C'est là où je vous dis que le club avait un esprit vraiment famille, un fonctionnement d'un club très familier. C'est-à-dire que Madame Nicolin, Colette, pour les intimes, s'occupait du centre de formation, s'occuper d'amener ce qui manquait à la fin du mois s'il il manquait quelque chose. Et voilà, dans ce sens-là, si vous voulez, cette famille-là, dont Louis Nicolin était vraiment le patriarche, écoutez, moi, je leur dois tout, hein, je leur dois tout. Je leur dois tout parce que moi, comme les autres d'ailleurs, ils m'ont permis de réaliser mon rêve. Parce que quand j'arrive à Montpellier, mon rêve, c'est de réussir, d'être joueur professionnel. Ce que je ne savais pas 8 mois ou 9 mois avant. Et quand vous réussissez, il faut reconnaître qu'il y a des rencontres qui font que vous réussissez ou que vous ne réussissez pas. Et que ce soit monsieur, madame Nicolin, monsieur, madame Saès, Bernard Gasset et d'autres dans ce club-là m'ont permis de réaliser mon rêve. Donc voilà, rien que pour cela, je suis respectueux de ces gens-là. Louis Nicolin nous a dit qu'il vous avait proposé de venir entraîner, oui, comme beaucoup d'anciens qui sont revenus. Oui. Il nous a pas bien expliqué pourquoi vous alliez refuser. On sent que ça l'a peiné un petit peu. Mais non, mais le problème, il est très simple. Il m'a appelé une fois, monsieur Nicolin. Une fois, pas deux. Une. Pas deux, je dis. Une. J'étais encore joueur à Manchester United. Donc je lui ai expliqué que pour l'instant, c'était pas d'actualité, qu'éventuellement ça pouvait m'intéresser, mais que c'était pas dans le futur proche. Mais voilà, j'ai été honnête avec lui. Mais j'aurais pu lui dire oui, attendez, nanani, nanana. Il m'avait proposé de venir me voir, mais j'avais dit, monsieur Nicolin, c'est avec grand plaisir si vous voulez venir me voir, mais ça changera pas, ça changera pas. Je suis encore joueur, j'avais la mentalité d'un joueur, j'étais dans un grand club européen. Voilà, j'ai fait un an de plus après. J'ai bien fait de continuer parce que j'ai fait un an de plus encore à Manchester, alors que j'avais signé qu'un an. Voilà. Est-ce qu'il a mal pris? J'en sais rien. Je pense qu'après, effectivement, par l'intermédiaire de Michel, on m'a proposé, mais là, à ce moment-là, je n'étais pas prêt pour prendre ce club-là, parce que c'est un club très particulier pour moi. Et je pense que ce n'est pas peut-être l'endroit le plus facile pour moi. Pour débuter, je pense que ce n'était pas l'endroit le plus facile. Alors voilà, j'ai dit les choses comme je le pensais, comme je le ressentais. Maintenant, s'il y en a qui l'ont pas ressenti de la même façon que moi, je n'y peux rien. Et vous pensez que l'histoire, elle est terminée, ou peut-être qu'un jour? Je sais pas, je dis ni oui ni non. C'est un club, à travers les propos que j'ai tenus, qui me tient à cœur. C'est un club qui me plaît, c'est une région qui me plaît, j'ai beaucoup d'amis. Donc voilà, c'est pas impossible, mais on a deux caractères difficiles, tous les deux. Lui et moi. Vous souhaitez quoi pour les prochaines années pour Montpellier? Le meilleur, croyez-moi. Le meilleur. J'ai été d'abord très surpris et très heureux qu'il soit champion de France. C'est vraiment pour un club qui a 40 ans, c'est quand même beau. Surtout connaissant bien son histoire,
d'être champion de France devant Paris Saint-Germain, qui était le gros favori. D'avoir fait cela, c'est vraiment très fort. Après, comme je vous dis, on sait très bien les difficultés que peuvent avoir les clubs, que peuvent rencontrer les clubs. Je pense que le président et ses fils, et son fils, et ses conseillers vont être conscients que voilà, il faut pérenniser le club. Il faut pérenniser le club. Tout le monde le dit, mais pour Montpellier, comme pour d'autres, c'est très important. C'est très important parce que je pense qu'il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, ce club-là. Et j'aimerais qu'il fasse les choses comme il doit les faire pour pouvoir vraiment s'inscrire dans la durée en première division.